Alors bonjour à tous, merci de votre présence. L'objet de cette table ronde, c'est de parler de la deep tech et notamment des trois grosses chevilles ouvrières de ce gros mot qu'est la deep tech, à savoir les entrepreneurs, les laboratoires de recherche et les investisseurs, les VC, voilà, sans qui rien n'est possible. Donc ces trois acteurs travaillent toujours ensemble. Parfois se chamaillent un peu, mais souvent collaborent très bien. Et l'objet, c'est de voir un peu comment cette collaboration est fructueuse et comment on peut l'améliorer. Alors j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Boulet du CNRS, Anne-Sophie Carrez d'Elaya, Valérie Archambault de l'INRAE, François Corbigat, de Défense, et Robert Marino de Qubit Pharmaceuticals. Alors je vais les laisser se présenter, parce qu'ils le feront beaucoup mieux que moi, avant de passer à quelques questions. Et bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Moulet, je suis directeur général délégué à l'innovation au CNRS. Voilà, présentation plus détaillée. Bien, parcours personnel qui est à la fois dans le monde de l'entreprise, je suis passé 10 ans, et dans la fonction publique, dans différents ministères, à l'économie, à la défense, et puis maintenant à l'enseignement supérieur et la recherche. Bonjour, moi je suis Anne-Sophie Carrez, je suis partenaire chez Elaya. Donc Elaya Partners, ça fait 20 ans qu'on investit dans les startups deep tech. On a un ADN très tech puisqu'on est tous anciens PhD de sciences ou anciens ingénieurs ou anciens fondateurs de sociétés technologiques. Et depuis 20 ans, on a eu la chance d'accompagner plus de 150 startups, 4 licornes. Et on aime beaucoup les partenaires académiques. Je me tourne vers Valérie. On investit beaucoup de sociétés qui sont des spin-offs de laboratoires. On a monté 2 fonds qui sont adossés à des grands établissements de recherche en France, que ce soit PSL ou INRIA. Et là, on monte un 3e fonds qui va être multi-partenaire académique et pan-européen, Deep Tech Seed 3. Et à titre personnel, donc moi j'ai démarré ingénieur d'essai sur l'avion Rafale, donc j'avais une passion pour les avions étant enfant. Et tout mène à l'investissement. J'ai ensuite passé 10 années formidables chez BPI France, donc c'est encore un petit peu la maison ici pour moi, avant de rejoindre Elaya Partners, où j'ai la chance de travailler avec des établissements académiques. Donc je passe la parole à Valérie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Valérie Archambault, je suis directrice du partenariat et du transfert pour l'innovation d'INRAE. Et alors, du point de vue parcours personnel, j'ai eu un parcours assez mixte, on va dire, entre le public et le privé, des grandes entreprises, des petites. J'ai commencé en recherche chez Rodia. J'ai ensuite dirigé une petite société de conseil en stratégie d'innovation. J'ai rejoint l'école des mines pour m'occuper des relations avec les entreprises, de la recherche avec les entreprises. Et puis donc maintenant, je suis à INRAE. Bonjour à tous, je suis François Corbigat, donc je suis le président de Defense et cofondateur. Defense, c'est une start-up qui a été créée en 2021 en cybersécurité pour tout ce qui est investigation des cybermenaces. Et avant ça, donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le secteur public, donc d'abord service du Premier ministre à l'agence, donc l'ANSSI, et ensuite 5 années à la DGAMI avant de rejoindre le secteur privé et de pouvoir faire bénéficier d'un parcours d'ingénieur en cybersécurité, la start-up. Et entre les deux, donc pour passer sur le cap entrepreneur, j'ai suivi un MBA qui m'a permis justement d'apprendre et de découvrir toute la partie entrepreneuriat et gestion de l'innovation. Et je laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis Robert Marino, le président de Qubit Pharmaceuticals, start-up créée en 2020 qui fait de la découverte de médicaments assistés par ordinateur, informatique classique et informatique quantique. En tant que parcours, moi je suis chimiste de formation, comme Valérie. J'ai fait ensuite une thèse en informatique quantique, donc chercheur de formation. Après, j'ai rejoint le monde du transfert de technologie pendant à peu près 10 ans. J'ai travaillé dans des fondations, dans une SAT. Et ensuite, j'ai créé un programme d'accélération pour aider les chercheurs à créer leur start-up qui s'appelle Deep Tech Founders, qui est en partenariat avec BPI France. Et c'est dans le cadre de ce programme que j'ai rencontré les chercheurs qui sont à l'origine de technologies qui sont exploitées dans Qubit Pharmaceuticals.
Alors, je vais me présenter aussi, parce que je ne l'ai pas fait, mais voilà, c'est normal. Donc, moi, je suis Michel Delande. Moi, j'ai une double casquette aujourd'hui, parce que je travaille chez Omnes Capital, qui est un fonds de private equity. On gère 5 milliards d'euros sous gestion. Je m'occupe de l'activité Deep Tech chez eux. Donc là, on est en train de finaliser le déploiement d'un fonds de 130 millions sur ces thématiques Deep Tech. Puis, j'ai une autre casquette, puisqu'on crée avec le CNRS, le CEA, Elaya, Qubit Pharmaceuticals et beaucoup d'autres, une association qui s'appelle France Deep Tech et que j'ai la chance de présider. Voilà. Alors, je passe aux questions. Et je vais commencer par les entrepreneurs. Vous m'en voudrez pas. Mais parce que finalement c'est ceux qui pédalent. Et donc la première question qui est toute simple, c'est, alors je vais commencer par toi Robert, qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille et on se dit j'ai envie de passer du monde de la recherche finalement, où j'évolue depuis quelques années, tu as décrit ton parcours, pour passer l'étape de l'entrepreneuriat après de longues années de recherche. Est-ce que c'est une longue maturation ou est-ce qu'on se réveille un matin du jour au lendemain comme ça, on se dit finalement j'ai envie de créer une start-up Deep Tech? Comment ça se passe? Alors pour moi le parcours a été assez long parce que j'ai besoin de temps pour décider, pour passer à l'action. En fait pendant ma thèse déjà j'ai toujours été extrêmement intéressé par la recherche, mais je me suis rendu compte que le parcours académique n'allait pas forcément être pour moi. L'idée de savoir exactement ce qui m'attendait dans les 40 prochaines années en termes d'évolution et autres, c'était pas, ça marchait pas avec ma philosophie. Donc j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais faire. Et par contre, travailler à l'interface entre la recherche et le monde économique, s'assurer que ce qui se fait à la recherche trouve des applications, ça m'avait intéressé. Et à l'époque, c'était les premières créations de start-up. Silicon Sentier venait de se lancer, donc il y avait quelque chose. Mais l'entrepreneuriat scientifique, c'était encore très tôt. Et j'avais pas trouvé le projet qui me guidait. Donc j'ai trouvé quelque chose entre deux, le transfert de technologie, ce qui me permettait de voir plein de projets différents et de comprendre comment les valoriser. Et le jour où j'ai trouvé le bon projet, là, ça faisait des années que je l'attendais, il était là et j'y suis allé. Voilà. Alors, et toi, François, est-ce que toi, tu as un parcours d'ingénieur, pas forcément de chercheur, d'ingénieur, mais qu'est-ce qui t'a poussé comme ça à partir, puisque tu as cofondé ta société, dans le domaine de la cyber? Donc même question, comment est-ce qu'on se dit un matin, ça y est, c'est ce projet-là et pas un autre? Dans mon cas, c'était plutôt assez viscéral. C'est une fois qu'on est confronté à des frustrations au quotidien dans son travail, c'est là où on se dit peut-être qu'il y a une autre approche ou il y a une autre solution quelque part. Et on commence presque inconsciemment à y réfléchir jusqu'au jour où ça mature. Donc la formation que j'ai suivie a aidé aussi à structurer cette idée, à se dire que on met tous les outils en place pour passer de l'idée à un projet. Et donc cette étape-là est importante. Et il y a aussi un travail qui est en cybersécurité. Il y a quand même une fibre de recherche et développement pour toujours aller chercher aussi bien du côté des attaquants, trouver de nouveaux mécanismes, que pour les défenseurs, aller comprendre comment ces mécanismes fonctionnent. Donc il y a tout le temps ce travail finalement de recherche et d'aller chercher un peu plus loin et de découvrir. Donc Defense, c'est un peu aussi ce côté-là. Comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans le travail des défenseurs? Alors, avant de laisser la parole au laboratoire, entre guillemets, j'ai une autre question pour tous les deux. C'est avec vos deux sociétés, comment est-ce que vous travaillez? Parce que j'ai compris que vous travaillez de manière assez différente avec des laboratoires de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant de leur laisser la parole? Comment cette collaboration fonctionne-t-elle? Alors, Qubit Pharma, c'est l'émanation de 4 universités et du CNRS, 2 universités aux États-Unis, 2 universités en France, plus le CNRS, qui est co-tutelle d'un des laboratoires. Et on a toujours gardé des liens très très forts en fait, avec les laboratoires de recherche. Donc on a un contrat cadre avec l'un des laboratoires, on a des collaborations avec 2 des universités aux États-Unis, on a un projet de recherche conjoint avec le 4e laboratoire. On a fait le programme RISE du CNRS qui nous a aidé aussi à lancer la start-up, à accélérer, à éviter, faire un panorama de la propriété intellectuelle existante, notamment au début du lancement pour ne pas se planter. Et pour nous, c'est essentiel de garder le lien pour plusieurs raisons. D'abord, c'est dans les laboratoires que se fait la recherche. Ce n'est pas le but d'une société de faire de la recherche, c'est de faire du développement et de l'industrialisation. Donc si on veut rester à la pointe, on reste en lien avec les laboratoires. C'est là où on forme les futurs talents. C'est là où les personnes qui seront embauchées dans une société sont formées dans les labos. Et c'est aussi un moyen de savoir ce que font les compétiteurs, parce que dans la recherche, tout le monde échange et tout le monde se passe de l'info. Donc en gardant le lien, on sait ce qui va arriver dans le futur. Alors ce qui est intéressant, François, je crois que toi, c'est dans le sens inverse.
Alors en effet, et puis par rapport à ce que tu disais, ça m'a fait penser. J'ai fait beaucoup de rétroconception quand j'étais ingénieur, donc on part du produit fini pour remonter à comment est-ce que ça a été conçu. Alors je faisais ça pour les malwares parce que très rarement on avait le code source de ces choses-là. Et ben on a fait un peu pareil, c'est-à-dire que chez Defense, on a d'abord investi dans de la R&D maison pour développer des solutions, une solution qui nous permette de développer le produit. Mais dans ce travail-là, on sent finalement qu'on a un besoin de revenir aux fondamentaux, de revenir à de la recherche fondamentale, de poser finalement des bases encore plus saines pour aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, on fait un peu ce travail en marche arrière, c'est-à-dire qu'on vient faire un transfert dans un premier temps de connaissances, de technologies auprès des labos avec qui on travaille. Donc on a une démarche qui est encore au début. On a bénéficié de projets étudiants avec Supélec, INRIA. On a bénéficié aussi, là, très bientôt, d'un stagiaire et ensuite d'un thésard. Donc, on travaille justement à construire ce schéma-là pour pouvoir à la fois asseoir notre innovation, mais aussi à aller voir plus loin pour rester compétitif dans le temps. Super, merci. Alors, vous savez qu'on on est un pays formidable et on a des centres de recherche, des laboratoires formidables, on ne le sait pas assez, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les startups au sein des laboratoires. Et je pense que je vais passer la parole à Jean-Luc qui va nous présenter un peu ce que fait tout le CNRS, avant de passer la parole à Valérie et Anne-Sophie. Voilà, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment est-ce que le CNRS finalement adresse ce sujet de la prématuration? Comment est-ce que vous contribuez à faire émerger des nouvelles startups deep tech? Oui, merci Michel. Ouais, peut-être avant de répondre à la question directement, peut-être quelques mots sur les chercheurs eux-mêmes, qui finalement sont à la base de tout, s'agissant des inventions et des futures startups qui sont créées. Chercheurs CNRS, d'abord sont des gens qui sont passionnés par la recherche, qui ont fait le choix de faire une carrière académique avec ce que ça signifie en termes d'avantages et d'inconvénients, et qui sont rentrés au CNRS après un doctorat, souvent 2, parfois 3 post-docs. Donc ils rentrent chez nous vers 30-33 ans. Donc ce sont des gens qui font un choix volontaire à 30-33 ans de se dire mon boulot, ce sera de la recherche publique, la recherche académique. Et on voit bien que leur motivation intrinsèque, elle est là. Elle est dans la passion de la recherche qui les anime jour et nuit. Effectivement, jour et nuit. Et aller les voir pour leur parler de transformer cette recherche en innovation et leur dire tiens, ce serait pas mal si tu pensais à un parcours entrepreneurial, c'est pas forcément simple. Parce que c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés au CNRS. Ils sont rentrés au CNRS pour faire de la belle recherche. Donc on a un point d'articulation ici qui est finalement assez sensible. Et avant même de se dire tiens, on a des outils qui sont de la prémat, il faut qu'on donne envie, il faut qu'on les convainque de l'intérêt qu'il y a à valoriser leur recherche, qui en tant que telle est assez frustre. Un résultat de recherche, sans être trop caricatural, ça se caractérise souvent par un papier qui va être publié dans une belle revue, Science, Nature ou une autre. Donc c'est pas quelque chose qui est tangible, enfin, souvent pas très tangible, souvent pas très matériel. Et c'est pas avec un papier qui est paru dans Science qu'on va aller séduire Anne-Sophie ou d'autres. On va dire ah, super, investis chez moi. C'est pas mal, mais quand même, il manque des choses. Donc il y a une question d'interface. Comment est-ce qu'on passe d'un tel papier de recherche à un projet d'entreprise, une fois qu'on a été convaincu par tout l'intérêt qu'il y a à se dire pendant quelques années, je vais mettre ma carrière entre parenthèses et je vais aller chercher à appliquer ce que j'ai découvert dans le monde économique. Alors on a une première étape qui est assez procédurale, finalement, ça s'appelle la prématuration. Et l'idée consiste à se dire, il faut avoir quelque chose en main pour se présenter auprès de financeurs. Ce quelque chose en main, c'est une preuve de concept. Et donc le passage entre le papier de recherche et la preuve de concept, ce qu'on appelle la prématuration, finalement, c'est un travail qui va durer 12-18 mois et durant lequel les chercheurs vont sans doute recruter une personne, acheter du matériel et aboutir à cette preuve de concept. Okay. Et pour les aider à faire ça, on donne à leur laboratoire une dotation d'en gros, en moyenne, c'est 120 000 euros. Et donc le CNRS, on s'est doté d'un budget de 10 millions d'euros d'intervention par an, de manière à pouvoir faire ça. Ce qui signifie que chaque année, on a de l'ordre de 150 à 200 candidatures
de personnes qui viennent présenter leur projet. Et avec un comité de sélection qui est composé exclusivement de personnes externes au CNRS d'ailleurs, pour ne pas être trop biaisé par les aspects scientifiques, mais plutôt avoir un regard sur l'applicatif, le marché et le potentiel de valorisation, on va en sélectionner une petite autour de 80 à peu près. Voilà. Et ça, c'est la première étape, c'est le ferment qui va pouvoir donner lieu ensuite à des créations de start-up. Et on en est très content. Merci beaucoup Jean-Luc. Alors Valérie, vous êtes sur un sujet fantastique parce que le vivant aujourd'hui connaît un essor considérable. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous avez mis en place un programme pour créer des startups et attirer des startups qui ne viennent pas de votre environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui. Alors, pour les startups, en fait, INRAE a deux objectifs principaux. Premièrement, détecter, susciter, accompagner des chercheurs, comme vient de le dire Jean-Luc. Donc, accompagner les chercheurs dans la création d'entreprises, donc avec effectivement de la prématuration, de l'accompagnement, de la formation, voilà. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'accompagner les startups, cette fois, et d'être leur partenaire de recherche, en tout cas pour les domaines qui nous concernent, c'est-à-dire agritech, foodtech, biotech, cleantech. Voilà. Et donc, pour ce deuxième objectif, donc qui est un objectif de recherche partenariale, on a créé un dispositif qui s'appelle le Challenge Innotech. Alors, ça fonctionne très simplement. La start-up nous expose son problème. Nous traduisons sa question en une question de recherche. Ensuite, nous allons chercher les équipes chez nous qui sont capables de répondre à cette question. Et nous allons jusqu'à monter, aider à la construction du contrat, du partenariat de recherche. Alors cette année, comme c'est tout nouveau, effectivement, on a pour l'instant fait notre propre POC, on a validé le concept, on a prouvé qu'il y avait effectivement un besoin, parce que sans faire beaucoup de pub, on a eu déjà beaucoup de candidatures. On a prouvé aussi qu'on était capable de répondre à ce besoin. Voilà. Et en plus, pour les 3 lauréats, on a cofinancé une bonne partie du projet de recherche partenariale, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est initier les startups à la recherche partenariale. C'est un peu ce que disait Robert tout à l'heure, les startups deep tech, en tout cas, et c'est celles qui nous intéressent, ont besoin au début, au milieu, à la fin de recherche. Donc on est là pour les accompagner dans cette recherche partenariale. Merci. Alors Anne-Sophie, vous avez été avec Elaya précurseur sur ces sujets effectivement de financement de la deep tech early stage entre guillemets. Est-ce que tu peux... Alors on est curieux de savoir comment ça fonctionne, comment vous identifiez les projets, comment vous faites la prématuration, comment est-ce que vous les aidez à effectuer leur transfert de technologie. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors ça se passe bien. On a toujours fait ça chez Elaya, puisque, comme j'évoquais précédemment, nos fondateurs sont des anciens chercheurs. Donc on a toujours dans les équipes d'Elaya des personnes qui vont se promener dans les laboratoires, qui vont aux pots de thèse, qui vont contribuer à des speeches, à des tables rondes. Et donc de cette manière, on a une remontée du terrain de la part des gens, comme disait Jean-Luc, qui sont à un stade de leur recherche où ils ont tellement abouti une série de résultats. Je repense par exemple au fondateur de notre start-up Akemia. Maximilien, il avait mis en algorithme l'équation de Schrödinger. Et ça faisait plus de 10 ans qu'il travaillait sur ce projet-là, qui était un projet de pure recherche. Et au moment où il est venu nous en parler, comme ça, de manière un peu informelle dans les laboratoires, on s'est dit, lui et nous, ça doit pouvoir servir à quelque chose. Donc il y a la perception, par un travail récurrent d'échanges informels avec les chercheurs, au bout d'un moment, on se dit, mais il doit y avoir un cas d'usage pour ce projet. Et là, je pense que Robert est certainement d'accord, c'est une question de personne en fait. Là, c'est une question de rencontrer la bonne personne et les aider, ces chercheurs, à rencontrer la bonne personne qui va pouvoir avoir la vision business sur cette idée scientifique, sur ce début de produit. Alors là, c'est un peu notre rôle en tant que fonds. On passe notre temps à aider des gars du business, des gens qui ont envie d'être entrepreneurs pour le côté business, à trouver des technologies. Et donc, dans cette société à laquelle je pense, Akemia, on avait un contact dans nos références. Alors, on travaille beaucoup avec les grands cabinets de conseil, d'ailleurs. Donc, en l'occurrence, une personne d'un cabinet de conseil, et puis plusieurs autres personnes chez des grands industriels pharmaceutiques, à qui on a posé la question
de dire est-ce que cette mise en algorithme de l'équation Schrödinger pourrait peut-être être un produit pour le secteur de la cosmétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans nos fonds chez Elaya, on a beaucoup de grands corporates. Donc, en l'occurrence, Clarins et L'Oréal sont des investisseurs. On leur avait posé la question est-ce que cet outil pourrait être un cas d'usage pour vous? Et puis, dans un des cabinets de conseil, une personne a dit drug discovery. Pourquoi pas drug discovery? Donc là, il y a eu un cas d'usage concret qui a été trouvé par quelqu'un de notre réseau, qui a fait ses propres due diligence avec des pharma et qui finalement a décidé de monter dans la boîte. Donc finalement, partant d'une étape où nous, on s'est dit, il y a probablement de quoi faire, il y a probablement un cas d'usage, ça nous a permis de rencontrer la personne qui allait être le business guy. Donc aider finalement la start-up à monter à ce qui pourrait être un embryon d'équipe. Le CSO, le Chief Scientific Officer, et le CEO qui est plus sur la partie business. Et donc à ce moment-là, ils ont décidé de créer la boîte. Et en parallèle, donc c'est là que c'est très important, les liens qu'on peut avoir avec Jean-Luc ou Valérie, on avait discuté, donc en l'occurrence, c'était les gens de l'École normale supérieure, pour un financement de maturation pour ce projet. Ça a permis de créer la boîte et nous, on a investi à la création. Donc il y a cette première étape où parfois, ça nous arrive de co-construire la société avec les fondateurs scientifiques. Et ensuite, une fois que la société est investie, il y a une deuxième étape qui est d'accompagner l'entreprise. Et à nouveau, c'est des questions de personnes. Et là, c'est un peu ce que disait François. Donc, on va aider à faire rentrer des board members indépendants. On va aider à challenger, en fait, toutes ces questions que les jeunes entrepreneurs, parfois, ont moins comme réflexe systématique. C'est vrai que nous, sur ces boîtes de deep tech, il y a une série de questions qu'on a envie d'adresser avec eux. Donc, il y a d'abord comment tu transfères l'IP, s'il y a des brevets, comment aider, et ça, on aide avec les laboratoires des grands établissements pour faire le transfert de brevets. Il y a deuxièmement, comment trouver ce fameux product market fit dont je parlais à l'instant. Ensuite, les aider à définir leur stratégie de go-to-market et leur roadmap. Et ensuite, les aider parce que beaucoup de nos sociétés, la majorité de nos sociétés deviennent internationales. Donc, comment faire ce go-to-market à l'international et comment les aider pour les levées de fonds. Ça, on en parle souvent avec Michel, tu pourras certainement commenter. Les levées de fonds pour les boîtes deep tech, c'est vrai que c'est un travail qu'il faut préparer d'avance et on est aussi très présent à cette étape-là. Tu as parlé de transfert de technologie. On est au cœur du sujet, évidemment, puisqu'il y a souvent un transfert qui est opéré entre la start-up et puis le laboratoire. Alors, question, Valérie, peut-être pour toi, question un peu générale, c'est comment est-ce que vous travaillez? On voit bien que parfois, ce sont les investisseurs qui ont des demandes un peu économiques, un peu précises, évidemment, parce que quand un fonds investit, tu me contrediras pas, je pense, Anne-Sophie, mais quand un fonds investit, évidemment, on a une perspective de sortie, et donc on se dit, il faut que ce contrat de transfert de technologie permettent, à la société de se développer, et puis deux, il ne faut pas que ce soit un frein à la sortie quand la société pourra être vendue ou s'introduira en bourse. Comment est-ce que vous, en fait, laboratoire, vous préparez cette phase, éventuellement en amont avec des investisseurs, pour faire en sorte que ces transferts de technologie puissent répondre à ces contraintes? Oui, alors, la relation avec les investisseurs, INRAE les considère vraiment comme des partenaires de la création d'entreprises avant d'être vraiment des financeurs. C'est exactement ce que vient de dire Anne-Sophie. Donc, ils sont impliqués très tôt dans nos processus. Par exemple, ils sont mentors dans notre programme Start & Grow qui accompagne les chercheurs. Ils font exactement ce que vient de dire, je répète un peu avec mes mots, mais de ma fenêtre, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner sur le positionnement, marché, ce qu'on peut financer, ce qu'on ne peut pas financer, les concurrences, etc. Et l'aspect RH, tu l'as beaucoup mentionné, et effectivement, c'est un gros sujet que le chercheur, à un moment donné, sache s'entourer des bonnes compétences, et donc les investisseurs nous aident aussi sur ces questions. Voilà. Deuxièmement, on va aussi utiliser leur expertise pour la partie prématuration. Donc, on pilote des consortiums de prématuration avec France 2030 et on va les impliquer aussi on va utiliser leur expertise. Et donc, en retour, je pense qu'on apporte aussi, on les informe sur l'état de l'art, sur les nouvelles, vraiment les fronts de science. Et d'ailleurs, INRAE est très souvent sollicité par les investisseurs pour une expertise thématique, scientifique sur un sujet ou un autre. Et puis, enfin, dernière chose, INRAE peut être aussi une porte d'entrée vers les startups en recherche d'investissement.
d'investisseurs. Donc, on fait partie d'un consortium qui s'appelle Agrio, et avec d'autres partenaires de ce consortium, on labellise. On est nous-mêmes labellisés French Deep Tech, je vais y arriver, SEED, et par la BPI, et donc comme un porteur d'affaires, hein, et donc on préqualifie les startups pour identifier celles qui ont besoin de fonds, et donc du coup, bien sûr, la relation est établie juste après, ou pendant, ou avant, avec les investisseurs. Et alors toi, Jean-Luc, comment est-ce que vous raisonnez? La question est un peu difficile parce que j'ai l'impression que chaque cas est particulier. Mais comment est-ce que vous raisonnez? Comment est-ce qu'un laboratoire comme vous raisonne dans le cadre pour déterminer en fait un peu les conditions financières, les critères d'un transfert de technologie? La question est vaste et je ne suis pas certain qu'il y ait une seule réponse parce que finalement, ces conditions, elles sont adaptées à chaque deal, à chaque situation, à chaque cas qui nous est présenté. On a bien entendu des grandes familles d'activités. On ne fait pas les mêmes conditions de licensing dans le domaine des biotech que dans le domaine industriel, etc. Donc, au-delà de ça, de ces généralités, l'idée, c'est quand même de faciliter le transfert, de faciliter la création d'entreprises et de faire en sorte qu'elles puissent être portées sur des fonds baptismaux dans les meilleures conditions et faire en sorte qu'in fine, le laboratoire public puisse trouver un élément de compensation des investissements qui ont été faits. Alors, il faut savoir que la propriété intellectuelle n'est pas gérée comme une business unit chez nous. Il n'y a pas de PNL. On ne cherche pas à équilibrer un PNL et faire en sorte que l'on rentabilise les frais de recherche et développement par les ressources qui sont amenées par la propriété intellectuelle. Pour autant, on cherche aussi à avoir une rémunération raisonnable de l'effort qui a été fait, au-delà du remboursement des simples frais de propriété intellectuelle. Bon, l'essentiel, c'est que les choses se passent bien, et en général, elles le sont, parce que comme l'ont dit Anne-Sophie et Valérie, c'est une question de personnes qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont des relations de long terme. Comme à INRAE, les relations avec la communauté d'investisseurs est permanente, que ce soit au niveau de la prématuration, je l'ai mentionné, puisque nombre d'investisseurs sont à notre comité de sélection, donc ce qui leur permet d'avoir d'entrée de jeu une vision sur un deal flow et identifier les projets qui vont les séduire, sur lesquels il sera facile de travailler. Un certain nombre d'entre eux sont mentors dans les opérations d'accompagnement comme RISE, qui a été mentionné par Robert, qui est une manière finalement de transmettre du savoir, accompagner les chercheurs qui, intrinsèquement, un chercheur, il peut avoir une fibre entrepreneuriale. C'est rarement une personne qui, ça arrive, hein, mais qui sera le CEO de la boîte. Un chercheur académique, assez souvent, il va être conseiller scientifique, conseiller technique de la société qui se crée. Il va conserver un lien très fort avec ce qui est son bébé, finalement, qui est le fruit de sa réflexion et de son travail. En revanche, il n'aura pas nécessairement de rôle opérationnel marqué dans la société qu'il a contribué à créer. Et cet accompagnement, finalement, du cheminement entre la recherche et la création d'entreprise, on le fait aussi avec les investisseurs. Et puis, dernier point, sur les sociétés, une fois qu'elles sont créées, on a au CNRS, il se crée à peu près une centaine de startups par an issues des laboratoires du CNRS qui créent au fil des temps un très joli, non pas portefeuille parce qu'on n'investit pas dans ces sociétés-là, mais en tout cas, un très bel ensemble de sociétés. Il y en a 1400 qui sont en activité aujourd'hui. Et ces 1400 entreprises, startups issues de nos laboratoires, c'est aussi un réseau, un vivier que l'on anime. Et c'est être capable de présenter ces startups-là à des investisseurs, continuer à maintenir la relation avec elles pour aller vers les investisseurs, c'est quelque chose qui se fait en permanence. Donc tout ça pour dire que les liens avec les investisseurs, ils sont permanents, ils sont anté-création, pendant la création, post-création. Et comme on cherche à établir de bonnes relations et pas faire juste un one-shot comme ça, il faut que les choses se passent bien. Et donc on trouve des termes qui, entre les investisseurs et nous, nous permettent d'être satisfaits d'un côté comme de l'autre. Anne-Sophie, toi, côté investisseur, est-ce que tu peux rappeler peut-être les conditions, enfin, quels sont ce qui te semble important en tant qu'investisseur quand tu investis dans une start-up qui a bénéficié d'un transfert de technologie? Qu'est-ce que tu regardes? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que finalement, vous le faites, ce transfert, est-ce que vous le faites avant d'investir, après avoir investi? Vous faites les deux? Comment ça se passe? Alors, sur ce qui est important, il y a les clauses
En fait, souvent, les transferts de brevets, le brevet reste pendant une dizaine d'années. Alors là, je parle sous contrôle de mes deux voisins. Pendant une dizaine d'années, propriété de l'établissement. Et la start-up sous-jacente, en général, négocie un contrat d'utilisation exclusive de ce brevet, moyennant des redevances au bénéfice de l'établissement académique. Et ce qui est important, et je pense que tu as le même genre de réflexion, hein, Michel, c'est à la terminaison de ces 10 ans, est-ce que le brevet est bien prévu de devenir propriété de la start-up. Ça, c'est souvent une clause qui est quand même très importante. Donc c'est à discuter, mais en tout cas, il faut clairement, quand vous êtes entrepreneur et que vous prenez des brevets d'un établissement académique, que vous utilisez des brevets d'un établissement académique, il faut vraiment se poser cette question de comment ça se passe, le transfert de brevets à la terminaison. Après, il faut avoir évidemment des conditions de rémunération des établissements académiques qui soient raisonnables pour la start-up. Là, j'ai quand même envie de vous passer un message ultra positif. Chez Elaya, on a eu la chance de faire des spin-offs de boîtes depuis plusieurs établissements académiques en Europe et même à la limite de l'Europe, puisqu'on a fait une spin-off de l'Université d'Oxford au UK, on a fait une spin-off de la TUM à Munich, on a fait des boîtes de Belgique, d'Espagne. Je crois pouvoir dire que les conditions de transfert aujourd'hui depuis les établissements français sont tout à fait intéressantes pour les gens qui veulent lancer des boîtes. Et donc, je trouve que c'est une période où c'est vraiment intéressant d'entreprendre quand on est chercheur ou fondateur scientifique avec un bout de recherche ou un bout de pays qui vient des labos français. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que dans tous les cas, la négociation que peuvent faire les fondateurs, elle est probablement dans une économie relativement intéressante pour les fondateurs. La deuxième chose qu'on regarde, au-delà de ces conditions de transfert, c'est la table de capitalisation de la start-up. C'est vrai que c'est important de prévoir une bonne répartition entre un petit peu de capital qui est souvent gardé par l'établissement académique qui détient le brevet, ça c'est assez légitime, les fondateurs scientifiques, et alors parfois, comme disait Jean-Luc, ça peut être le big boss du labo, qui, lui, est l'inventeur de la technologie, mais ne va pas forcément descendre dans la start-up, il va rester big boss du labo. Donc, il va avoir une petite part d'incentive au capital. Il faut que ça reste raisonnable. Et puis ensuite, on a deux autres catégories de personnes qui sont très importantes. C'est les chercheurs qui viennent concrètement travailler dans l'entreprise, et puis les dirigeants business qui font un peu le mariage de l'équipe, des fondateurs. Et ça, c'est aussi très important. Donc, c'est très important que l'équipe opérationnelle, celle qui va mouiller la chemise au quotidien, garde une part significative du capital. Et là aussi, j'ai envie de passer un message enthousiaste, c'est-à-dire qu'on a, nous, parfois, donc on co-construit la boîte, donc on est là avec les fondateurs pour aider à définir ces grands équilibres de la table de capi dès le départ. D'autres fois, on a pu hériter de sociétés qui avaient été montées par des start-up studios. Alors, les gens de Deep Founder font les choses très très bien. Parfois, il y a d'autres start-up studios qui, un peu à l'anglo-saxonne, peuvent avoir des parts de capital de la société extrêmement importantes au démarrage et dont on peut se dire ensuite, c'est pas si facile pour avoir des investisseurs qui rentrent au capital. Je pense que tu as pu expérimenter ce genre de déception où tu vois une petite boîte qui est super chouette, puis tu regardes la table de capi et tu dis, ah, machin a déjà 49%, zut, ça va pas être possible. En fait, il faut demander à discuter. Et moi, je trouve que tout l'écosystème français a beaucoup grandi depuis 5-6 ans. Et il y a des incubateurs hyper réputés, qui ont pignon sur rue sur la plage, dirigés par des gens très brillants, avec qui nous, on a sérieusement discuté. Et on a pu parfois diviser par 2 des quotités au capital, en faisant valoir sans agressivité. Si tu restes avec 49% à la création de la boîte, elle est non investissable. Et les gens intelligents et sensés, ils comprennent et ils disent, ah bon, écoute, on refait une péréquation et on révise. Et ces choses-là, il faut, cette question sur la table de capi, je crois qu'il ne faut pas rester cramponné à un historique de création parfois un peu artisanal, parce que quand les scientifiques montent des boîtes, s'ils n'ont pas tout de suite le business guy dans l'aventure, c'est la question que tu posais, est-ce qu'on rentre avant, après le transfert d'IP, avant, après l'arrivée des people business? Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on sente qu'on va arriver à une economics avec laquelle on sait bosser. Et s'il n'est pas là au début, on a en face de nous des gens avec qui on peut discuter. Donc, parfois, on a vu aussi les tables de capi où les fondateurs scientifiques avaient plus de 50% du capital et pas assez pour les opérationnels. Bon, ça, tant qu'on peut le discuter, on peut bosser.
Ouais, juste un point sur ton premier point. Tu as mentionné les 10 ans. En fait, ce n'est pas une règle de 10 ans. Il y a une logique derrière. Et la logique derrière, elle consiste à dire on ne va pas céder de la propriété intellectuelle à une start-up qui a un avenir qui n'est pas complètement assuré. Et quand la start-up se crée, son avenir, il n'est pas complètement à 100% assuré. Donc en fait, on va attendre que la start-up soit sur des rails qui soient plus établis, série A levée, voire série B, avant de céder la propriété intellectuelle. On n'a pas vocation à garder la propriété intellectuelle. On sait bien que tôt ou tard, les entreprises en ont besoin pour vivre, pour croître et pour que les investisseurs des rounds successifs soient intéressés à la faire vivre, à la capitaliser. Donc pour cela, on cède au bon moment, on pense le truc, et ça peut être 10 ans, ça peut être moins, ça peut être plus, peu importe. Avant de passer la parole à Robert, parce que je suis complètement en ligne évidemment avec ce que dit Anne-Sophie en tant qu'investisseur. C'est vrai qu'il faut comprendre, je pense, la psychologie d'un investisseur. Un investisseur, en fait, il commence par la fin, c'est-à-dire il regarde comment est-ce qu'il va pouvoir sortir de cette société. Et donc pour pouvoir sortir de cette société, c'est-à-dire vendre ses parts, quelles sont les conditions nécessaires. Donc il faut une table de capitalisation qui soit fonctionnelle, il faut qu'on puisse attirer des nouveaux talents, c'est-à-dire pouvoir diluer les fondateurs. Donc en fait, un investisseur vraiment part de la fin et de cette fin remonte, fait un petit reverse engineering en se disant voilà les conditions dont j'ai besoin pour que la boîte fonctionne. Robert, tout ce qu'on vient de dire là sur le transfert de technologie, toi qui l'as vécu concrètement, c'est des carabistouilles ou ça se passe comme ça? Non, ça se passe comme ça. Donc, nous, au moment de la création de Qubit Pharma, on avait 2 licences à négocier sur 2 logiciels différents qu'on a intégrés dans notre plateforme. Une licence avec CNRS, Sorbonne Université, les 2 universités américaines, et une autre licence CNAM, Sorbonne Université, CNRS, donc 2 négos en parallèle. Et pour la licence avec les universités américaines, il y avait aussi la SAT qui était présente. Alors, premièrement, le premier conseil que je peux donner quand on négocie une licence avec des universités, c'est déjà de faire son boulot, de savoir ce qu'on va vendre, comment on va le vendre, quelles sont les marges du secteur, etc. Parce que si vous ne savez pas vous-même quelle sera l'activité économique de votre société, si vous attendez à ce que ce soit le TTO qui le fasse, alors CNRS c'est peut-être 120, 150 licences par an, ils vont vous mettre dans des moyennes, parce que l'avantage c'est que quand on a 1700 entreprises, on a des moyennes par marché, et donc vous aurez la moyenne, parce qu'ils ne peuvent pas consacrer 6 mois ou 1 an de travail à comprendre votre business case. Donc la première chose qu'on avait faite avant même d'aller les voir, c'était de comprendre déjà ce qu'on allait vendre et comment on allait le vendre. Donc dire, est-ce qu'on va faire de la commercialisation directe? Est-ce qu'on va faire de la commercialisation indirecte via des sous-licences? Est-ce qu'on vend des molécules? Est-ce qu'on vend du logiciel? Enfin, il y a plein de questions à vous poser quand vous allez négocier. La deuxième chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on allait les voir. Alors, on a négocié en 2020, donc en plein moment en plein Covid, avec toutes les vagues d'arrêt qu'on a pu connaître. Et on s'était donné une date de fin. Donc, on a eu 31 décembre 2020. Si on n'a pas négocié, si on n'a pas signé, on arrête. Parce qu'au moins, ça permet de pouvoir avancer et de faire autre chose. Et ensuite, c'est très important de maintenir le dialogue. Donc on a eu, je ne sais plus combien, enfin on se faisait des points mensuels et vers la fin, c'était des points hebdomadaires pour revoir l'ensemble des conditions. Alors il y a les conditions financières, il y a les conditions qu'est-ce qui se passe si jamais la société arrête, est-ce que il y a plein de termes que vous devez négocier et ça, vous avancez point par point. Alors évidemment, il y a des désaccords, c'est une négo. Dans toutes les négos, vous avez forcément des désaccords. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'énerver, ça veut dire qu'il faut, comme le disait Anne-Sophie, pouvoir échanger, continuer, laisser le dialogue ouvert et trouver un équilibre. Et alors là, vous avez plein de façons de faire aussi. Il y a des avocats qui peuvent vous aider dans la négo, des conseils en propriété intellectuelle ou des avocats. Vous pouvez parler à d'autres entrepreneurs. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de benchmarks. Si vous êtes dans un domaine qui est un peu mature, où les sociétés ont fait des introductions en bourse, quand elles font l'introduction en bourse, elles sont obligées de discloser en fait, les licences qu'elles ont. Et donc vous avez les termes, donc vous pouvez vous comparer à celles-là et venir avec des comparables. Mais c'est très important que vous fassiez votre boulot aussi en tant qu'entrepreneur de bien présenter votre business case pour qu'en face, ce soit un travail de co-construction avec l'office de transfert de technologie que vous aurez. Sinon, ça se passe mal. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez pas ce que vous voulez de toute façon. Oui, avant de passer à la dernière question, moi je voudrais aussi rappeler quelque chose, c'est qu'en France on aime parfois bien se plaindre, mais vous voyez qu'il y a quand même des investisseurs qui investissent en deep tech, vous voyez que les laboratoires font énormément de choses pour favoriser la transformation de la science en start-up, donc il y a beaucoup de choses qui existent, donc il faut je crois le dire, parce qu'on n'en a pas forcément conscience, et d'où ma dernière question un peu ouverte, qui est double, c'est un peu, voilà, on peut toujours améliorer les choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on peut toujours les améliorer, donc première question un peu ouverte, je ne sais pas qui voudrait réagir là-dessus. Et puis deuxième question, quels sont les conseils
que vous pourriez donner à un chercheur ou un jeune entrepreneur qui se dit voilà, j'ai envie de franchir le pas. Quel conseil vous pourriez lui donner? Voilà, 2 questions. Qui veut prendre le lead là-dessus? Vas-y, Robert. J'ai le micro, je vais. On a un écosystème pour le lance. Enfin, dans mes activités précédentes, j'ai fait le tour du monde des écosystèmes de transfert de technologie. Singapour, les US, qu'on parlait d'Oxford. Oxford, il y a encore peu, c'était vous lancez une start-up qui est issue d'Oxford, 51% du capital, c'est à l'université. Point. C'est-à-dire que vous commencez, c'est même pas votre boîte en fait. Ça appartient à l'université. Ils ont mis 5 ans pour se dire peut-être que 51 c'est beaucoup, on va descendre autour de 25, ce qui fait quand même mal. Voilà. C'est un tampon qui coûte cher. Donc en France, on a un écosystème, et honnêtement, je le vis depuis plus de 15 ans maintenant, qui s'est vraiment hissé dans les meilleurs niveaux mondiaux pour le lancement des startups. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter entre les accompagnements des établissements, les fonds d'amorçage, l'aide de BPI France, toutes les aides d'État aussi, autres, les programmes, la French Tech. Enfin, il y a vraiment, si vous voulez lancer une startup, vous aurez ce qu'il faut. Après, il y aura les sujets de croissance de la société où là, c'est plus difficile. On en parle beaucoup. Il faut des fonds qui ont des poches plus profondes. C'est difficile de les avoir au niveau de l'échelle française. Donc, c'est des fonds plutôt pan-européens, etc. Parce que ça coûte cher. Il faut pouvoir se battre à armes égales avec les entreprises nord-américaines ou asiatiques. Donc, c'est peut-être plutôt sur les phases d'après où il y a maintenant plus d'efforts à mettre, sans pour autant défaire ce qui a été fait. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on va transférer de l'amont vers l'aval, c'est toujours autant d'argent en amont et d'accompagnement en amont, et maintenant plus d'accompagnement en plus en aval. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt vers l'aval et les phases de croissance que se situent les nouveaux besoins. Et oui, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, c'est le bon moment pour y aller. Il y a un soutien très fort, il y a des vrais besoins. On redécouvre que la planète a besoin qu'on l'aide, qu'il faut changer nos méthodes, nos modes de consommation, la santé est un sujet primordial, les écotechnologies sont en plein dedans. Donc il y a un vrai soutien, un vrai réveil au niveau mondial du fait que c'est mieux d'avoir une entreprise qui va faire la conversion du CO2 plutôt que des chiens virtuels en Web3. Donc c'est bon moment pour lancer des entreprises deep tech. Et il y a tout un écosystème en France qui est vraiment de première classe mondiale pour vous aider. Oui, moi ce qui manque toujours, des people et de l'argent. Donc des people, là on a 2 formidables exemples avec Robert et François. Si vous êtes scientifique et vous voulez monter une boîte, vraiment le business guy, c'est une personne assez clé dans la boîte. Et donc je pense que s'il y a un axe sur lequel travailler, c'est comment avoir encore plus de talent business dans les entreprises, et ce dès très très tôt. Donc les incubateurs ont fait un super boulot, Deep Tech Founders, Agoranov, même au niveau des établissements académiques, maintenant, il y a un travail de type scouting, rencontre entre des chercheurs et des futurs entrepreneurs business. Donc, si vous avez inventé un truc, si vous voulez monter une boîte, il faut vraiment rencontrer un maximum de gens dans les cabinets de conseil, dans les incubateurs, pour essayer, voir des cabinets de RH, pour essayer de rencontrer des cofondateurs business. Et l'argent, comme disait Robert, la France en ce moment, c'est vraiment un extraordinaire terrain pour entreprendre dans la tech. Et donc, moi, je vous recommande d'investir dans les boîtes de tech. Et on manque encore d'investisseurs pour les phases plus late stage des boîtes de tech. Le secteur du venture et de l'amorçage s'est beaucoup mobilisé, professionnalisé depuis 5 ans. Sur le growth, c'est un peu plus compliqué. On a encore beaucoup de boîtes qui vont chercher des fonds aux US. On a des super initiatives là avec Philippe Tibi pour inciter les grands investisseurs à souscrire dans les fonds d'early stage. Il y en a des gens très très bien dans la salle qui ont tout compris et qui sont clairement sur le secteur. Je pense qu'il en faut encore plus parce que c'est aussi des boîtes qui marchent très bien et qui peuvent faire des très belles plus-values. Ouais, je serai complètement à ce que vient de dire à la fois Robert et Anne-Sophie. On a des dispositifs qui sont bien en place, pour accompagner depuis l'idée de création d'entreprise jusqu'à l'entreprise et les premières rounds de financement. Et on a un écosystème, by the way, qui se structure grâce à Michel et l'association France Deep Tech qui a été créée il y a quelques mois. Donc tout ça, ça se passe plutôt bien. Et les 2 points sur lesquels on a sans doute encore à travailler, c'est à la fois l'entrée, et donc pour nous, c'est la manière d'attirer encore plus de chercheurs de tous âges vers l'entrepreneuriat. Faire en sorte qu'ils aient envie, au-delà de la création
enfin au-delà de la génération de connaissances et de savoir, qui est leur métier fondamental, qu'ils aient envie de faire en sorte que ces résultats de recherche puissent se transformer en réalisation concrète pour la société et transformer la vie des gens. Et ça, c'est un pari, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui est assez profond, puisque ça, finalement, ça touche des aspects qui sont aussi des aspects culturels, et on sait que c'est les points qui sont les plus difficiles à changer. Et puis, en sortie du dispositif, du PAI, c'est ce qu'Anne-Sophie et Robert ont rappelé, sur la nécessité d'avoir des fonds de financement qui soient capables d'accompagner de jolis projets pour des montants de levée de fonds significatifs. Et par significatif, j'entends au-delà de 100 millions, parce que c'est dommage, ça fait mal au cœur de voir des très jolis projets qui vont ensuite se faire financer par des investisseurs américains ou asiatiques, parce qu'on manque au niveau européen de poches suffisamment profondes pour pouvoir financer ces projets. Voilà, alors moi mon conseil, je reviendrai sur la question de l'humain. Effectivement, c'est essentiel. En fait, un projet d'entrepreneuriat, pour moi, ça tient du miracle. Attention, je ne veux pas te... Voilà. Ça tient un peu du miracle, c'est vraiment un projet complexe, c'est-à-dire multidisciplinaire. On a besoin de techniques, de chercheurs, de business, de juridiques, de toutes sortes de choses. Donc, il va falloir effectivement rencontrer beaucoup de personnes, s'entourer de compétences qu'on n'a pas, avoir conscience qu'on ne les aura pas. Et donc, ça demande quand même une qualité d'écoute très importante et de tout le monde, pas seulement des entrepreneurs. C'est-à-dire que je trouve que, donc de notre côté chercheur, c'est aussi ça, de comprendre que quand on est entrepreneur, on n'a pas les mêmes constantes de temps, on n'a pas le métier de la recherche est un métier dans le temps long. Donc il faut, ce qui est évidemment, les start-upers, ils sont toujours pressés. Donc il faut une grande qualité d'écoute de part et d'autre, de comprendre, de faire l'effort de comprendre les objectifs, le métier de l'autre et le respecter et aussi bien expliquer soit ce que nous, chacun de notre côté, on est capable de faire et aussi expliquer les limites. Voilà, donc je trouve que c'est un conseil en fait que je me donne à moi-même aussi, hein. C'est valable pour tout le monde, hein. Mais c'est vraiment ça qui fait que le succès va être là. C'est quand les gens effectivement auront réussi à se parler parce qu'ils auront compris ce que veut l'autre et comment ils travaillent. Merci. Et en fait, il y a deux choses. Trois choses. La première, c'est effectivement tout ce qui a été dit est vrai et je veux juste partager ce qui a été dit, c'est-à-dire on a un écosystème formidable, hein, on est accompagné par la BPI depuis le tout début sous différentes formes, aussi bien au niveau régional que national, donc des dispositifs très bien pensés, très bien conçus et qui se veulent vraiment incrémentales. Donc il y a vraiment ça qui est génial. Et un point qui a été dit, redit, la communication, le relationnel est extrêmement important. Et parmi les deux points que nous, on n'avait pas nécessairement anticipé dans ce partenariat avec l'écosystème des laboratoires, c'est le premier, c'était la cartographie. Comment est-ce qu'on peut cartographier les bons interlocuteurs, prendre contact avec eux et aussi les solliciter puisque c'est des gens qui sont très demandés. Et le deuxième, c'était comment est-ce qu'on les intéresse quand on va vers eux avec quasiment un sujet presque posé. Il faut être ouvert à la discussion, les intéresser sur le côté académique, comprendre leurs intérêts pour trouver finalement quelque chose qui fonctionne. Alors merci, notre table ronde touche à sa fin, hélas, et donc vient le moment traditionnel des questions, voilà, avec toujours l'attente de la première question, il faut oser, donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, et osez, voilà. Oui, bonjour, merci. Xavier Fanton de la SAT-Lutech, j'aimerais bien continuer à avoir des informations sur la partie envie, donner envie. Vous avez commencé à aborder le sujet. C'est effectivement un sujet très riche. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou des bons exemples où dire ça, on a commencé à trouver quelque chose, on continue à aller dans ce sens-là?
Ouais, c'est un sujet qui est complexe, parce qu'en fait, on s'adresse à des gens. Il faut comprendre leur motivation propre et intrinsèque, et franchement, celle de vous ne sera pas la mienne, ne sera pas celle d'un tiers. Et là où le sujet se complexifie, c'est qu'il n'y a pas de solution globale, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on peut faire des grands shows de communication, on peut parler entrepreneuriat, etc., faire même des grandes réunions dans les laboratoires. Je pense qu'aujourd'hui, les gens savent, connaissent. On ne va pas apprendre grand-chose à qui que ce soit en allant faire un show sur l'entrepreneuriat. En revanche, ce qui est important, c'est le passage de la compréhension globale du sujet à « ouais, ça me concerne, et c'est mon truc, moi aussi je peux me lancer dans l'aventure ». Et ce trigger-là, franchement, il n'est pas facile, parce qu'il est d'abord, il n'est pas forcément spontané. En fait, il est spontané pour toutes les générations de startups qui sont issues de nos laboratoires depuis un certain nombre d'années. Et on voit qu'au niveau du CNRS, on est grosso modo autour d'une centaine par an. Et c'est un rythme qui est stable, en fait, depuis une dizaine d'années. Donc il n'y a pas eu d'inflexion dans un sens ou dans un autre depuis 10 ans, ce qui est en soi interroge. Donc au-delà de ce trigger spontané qui existe parfois, faut aller l'actionner. Faire ça, c'est dur au sens où ça demande une relation bilatérale avec le chercheur qui a potentiellement un sujet. Il faut aller le chercher, il faut aller lui parler concrètement de son projet de recherche, de ses résultats, ce qui peut passer par une analyse préalable de ses publications, une analyse préalable de ses rapports de recherche à l'ANR par exemple ou autre, de façon à engager un dialogue sur une base concrète et essayer de susciter l'envie sur une base concrète. Partant de son projet, essayer de comprendre ce qui va lui le motiver. Est-ce que c'est le fait de laisser une trace dans l'histoire, de changer la vie des gens? Est-ce que c'est le fait d'être riche? Est-ce que c'est le fait de ramener de l'argent pour son laboratoire? Il y a tout un tas d'éléments qui sont très personnels, qu'il faut pouvoir identifier, mais ce n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un business développeur derrière chaque chercheur. Ça n'a juste pas de sens. Donc trouver la bonne maille, c'est vraiment un exercice qui est difficile, mais qui est devant nous. Si on veut vraiment changer de dimension en termes de volumétrie de start-up créée. L'envie pour un chercheur, ça peut passer beaucoup par l'impact. C'est-à-dire, moi, je vais répondre pour INRAE. Quand vous travaillez sur l'agriculture, l'alimentation, l'eau, la biodiversité, les forêts, l'environnement, enfin, forcément, vous êtes très attendu. La société attend vos résultats et on voit tout de suite que c'est très important quoi, pour notre société, pour la planète, etc. Et donc, si pour l'impact, ça doit passer, il y a plein de chemins pour l'impact, ça peut passer par une entreprise qui existe déjà, qui va intégrer des innovations, etc. On fait ça aussi, bien sûr. Mais si pour augmenter notre impact, l'impact de la recherche publique, il faut que on sensibilise les chercheurs au fait que ça peut passer par une start-up, et l'entrepreneuriat est un des canaux qu'il ne faut pas oublier, c'est de mobiliser ce canal pour plus d'impact, tout simplement. Ça, c'est quand même un gros levier de motivation pour les chercheurs. Peut-être un point, alors je vais reprendre par rapport à mes expériences passées quand je travaillais dans une SAT. Un point important, c'est de ne pas se focaliser sur les chiffres. C'est-à-dire que souvent, on a parlé à X dizaines de chercheurs. En fait, si dans la salle, vous en avez 49 sur 50 qui n'en ont absolument rien à faire de ce que vous racontez, ça n'a servi à rien. Et ça me fait penser, nous, une fois, on a fait une séance de sensibilisation à l'université de Villetaneuse. On arrive dans la salle, donc plusieurs semaines de com autour de l'événement, etc. Il y avait 3 personnes dans la salle. Donc là, tout le monde un peu gêné, se disait c'est un flop. Mais en fait, les 3 personnes, ça a été 3 conversions. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 startups créées et un projet de licence qui a été fait. Donc c'est pas tant le nombre de personnes à qui vous le dites, c'est être sûr que vous parlez aux bonnes personnes, celles qui sont, au moment où vous allez leur parler, intéressées et ouvertes à le faire. Parce que vous pouvez tomber sur des chercheurs qui sont intéressés, mais s'ils préparent leur HDR, c'est juste pas le moment. Donc c'est surtout se dire, c'est des personnes, et comme le disait Jean-Luc, chaque cas est différent, il faut bien les comprendre, et pour ça, les grands nombres, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Et en fait, pour un établissement académique, pour une SAT, pour augmenter l'envie, il suffit d'un exemple à cartonner. Et il faut dealer avec l'entrepreneur que l'établissement l'aide
à faire son spin-off. Et la petite contrepartie qu'on lui demande, c'est ensuite de venir parler aux autres scientifiques, aux autres porteurs de projets. Et ça marche 10 000 fois mieux enfin, les discussions entre pairs, ça marche 10 000 fois mieux que ce que nous, les financiers, les établissements académiques, on peut prodiguer comme conseil. C'est ce qui s'est passé dans le digital, c'est-à-dire que voilà, vous avez financé Criteo, c'est devenu possible. Nous on a financé Blablacar, c'est devenu possible. Et donc c'est ça qui a valeur d'exemple effectivement, et je pense que ça peut déclencher, en tout cas susciter beaucoup de vocations et donc d'envie. Oui, bonjour, Garrett Smith, je suis fondateur de Windfisher. On va procéder à un levée de fonds et une des choses que les premiers investisseurs qu'on a touchés nous reprochent, c'est le manque de lien avec le monde académique, parce qu'on a développé notre technologie à l'intérieur de notre boîte, en dehors de tout laboratoire. Quels sont vos conseils pour rentrer à nouveau dans le monde de la recherche académique, laboratoire, pour renforcer ces liens et assurer les investisseurs qu'on est entouré d'experts? De manière très générale, on est super ouvert, donc c'est un contact direct auprès de laboratoires CNRS ou autres, l'université qui est proche de chez vous. On est ouvert et franchement très, très soucieux de pouvoir tisser des liens avec tout l'écosystème économique autour de nous pour pouvoir renforcer ces relations et faire bénéficier les entreprises des connaissances qui sont développées dans les laboratoires. On a eu ce travail en fait de vouloir renforcer nos liens et la première chose qu'on a fait, on était à ce moment-là incubé par le pool sur Rennes et on a eu énormément de premiers contacts, des points, des guichets finalement. Donc on est passé par le CNRS, on est passé par la SAT-Ouest, d'autres dispositifs. Alors ça paraissait presque des coups d'épée dans l'eau parce que voilà, on s'adresse à des guichets, donc on a eu des contacts au niveau du CNRS, mais au final, ce qui s'est passé, c'est que tous les chemins ont convergé vers le labo avec qui aujourd'hui on travaille. Donc le fait de présenter de manière assez naïve notre projet technologique en se disant bah voilà, on imaginerait ce genre de collaboration, on aimerait ce genre de compétences dans les laboratoires, fait qu'à un moment donné ces chemins ont convergé et aujourd'hui on travaille donc avec le laboratoire de Valérie Viet-Triam-Tong qui nous accompagne et avec qui on partage finalement les mêmes motivations et donc on a pu renforcer justement nos liens par ce biais-là. Bonjour à tous, Vincent Poyer, je suis le fondateur de la start-up Neophoria qui allie les hautes technologies électroniques et les matériaux souples organiques. Donc moi c'est un peu l'inverse, en fait je suis plutôt l'entrepreneur qui a été rencontré un laboratoire pour, à partir d'une idée, réaliser un produit et obtenir un brevet. Donc je me suis rapproché d'un laboratoire du réseau IMT. Donc en effet on a fait toute cette démarche d'avocat d'affaires, propriété intellectuelle, etc. pour négocier le contrat de collaboration de recherche. Et en fait, nous, l'année prochaine, ce qu'on désire à la suite du brevet, c'est de réaliser une thèse CIFRE. Et j'aimerais savoir comment l'instruire administrativement ou les aides en financement, etc., pour poursuivre le projet avec le labo. Alors, la thèse CIFRE, c'est un partenariat à 3. Il y a le doctorant ou la doctorante, vous, et puis le laboratoire académique. Donc, il faut réunir les 3. Donc, il faut bien définir son sujet. Et le sujet, c'est avec le partenaire académique que vous le faites. Et alors, la difficulté, quand même, c'est que quelquefois, ça fait un peu peur à la NRT d'avoir une CIFRE avec une start-up parce qu'il y a un diplôme à la clé. C'est un diplôme d'État. Et donc, évidemment, pour le doctorant, d'avoir une entreprise, faut qu'il puisse faire sa thèse jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est le point un peu de difficulté. Mais en tout cas, côté labo, nous, on est tout à fait... le CNRS, pareil. Je ne vais pas parler à la place du CNRS, mais on n'a aucune difficulté à faire des thèses CIFRE avec des startups, pas du tout. Il faut aller sur le site de la NRT, tout est très bien expliqué. Il y a un service qui est très efficace pour vous accompagner dans le montage, l'explication de comment ça fonctionne.
Je rajouterais juste à ça, de notre point de vue, on ne s'est pas trop inquiété sur le montage. Il y avait vraiment de bons échanges. C'était plutôt trouver le bon candidat, le bon doctorant ou la bonne doctorante, qui s'est vraiment avéré être plus difficile. On est arrivé un peu la fleur au fusil. Et en fait, c'est toujours une histoire de motivation, finalement de s'aligner, d'aligner les intérêts de chacun sur le même projet. Donc ça, c'était assez difficile pour nous. Une dernière question? Bonjour, Maximilien Brabec, je suis consultant auprès des startups et ce que disait Valérie, Bob Langer, qui est un des patrons du MIT, en témoignait sur l'impact et il disait, en fait, quand je suis avec mes chercheurs, alors il est reconnu comme le Edison de la médecine, patati patata, et il dit choisissez les projets à impact, pas l'argent. Parce que l'argent va en résulter. Et ce qui me semble intéressant dans ce qu'a dit Valérie, c'est qu'un chercheur, il a vraiment envie d'un impact. Et l'entrepreneurship, la start-up, c'est un moyen. Alors, quitte à ce que quelqu'un ait envie de développer cette start-up, mais l'envie, elle est là. C'est comment je peux créer un impact. Et ce qui peut peut-être être intéressant, c'est la machine à ouvrir le spectre d'impact à partir de quelque chose qu'on a trouvé, en quoi il peut impacter sur quoi, et c'est peut-être ça la clé, peut-être pour donner envie, en tout cas c'est ce que lui disait. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci, je vais encore remercier nos invités, merci de votre temps, merci de votre implication dans cet écosystème, et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci.